à tous et à toutes. Aujourd'hui, encore une fois, petite revue méta avec le fameux, celui qui a maintenant une petite upgrade dans son parcours de CV. Juju, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur toi? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Oh, il s'est pas passé grand-chose, hein. J'ai été sélectionné par Sarantay dans l'équipe de France. Voilà. Bon, voilà, donc ça, je suis plutôt très content. Je le remercie évidemment de m'avoir fait confiance, enfin de me faire confiance, parce qu'on n'y est pas encore. Voilà, donc devant moi, une bonne préparation. Donc ça fait déjà quelques semaines. Et maintenant, c'est du coup fin mai, donc c'est dans un gros mois, hein. C'est hyper rapide. On a eu une saison qui était très courte en fait, puisque du coup entre les deux Worlds, il n'y avait pas un an, il y avait quelque chose comme 8 mois ou 9 mois. Donc entre le moment où il a fallu sortir des premiers Worlds, passer sur la V3, ensuite derrière sélectionner, voir les gens, tester le jeu tout simplement, hein, tester la nouvelle version. Ça aurait été plus simple si on était resté sur une même version. Récupérer un peu les insights de tout le monde, sélectionner l'académie, sélectionner les gens. Ça allait vite. Ça a mis un petit peu de temps finalement, mais un temps qui est assez logique par rapport à une prise de décision aussi compliquée qu'elle soit. Et donc du coup, le temps entre le moment où on est sélectionné et le temps où c'est les Worlds, là pour le coup, il est très court. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Après, tout le monde a été plus ou moins à la même ancienne aussi. Il y a eu peut-être des sélections qui ont été plus rapides aux États-Unis notamment, au Canada, en Angleterre, mais ils ont eu quelques semaines de plus que nous. Ils n'ont pas eu 3-4 mois de plus que nous, Ouais, quoi. ça changera pas Ça énormément. ne changera la pas, finalité. voilà. Donc voilà, donc très fier de pouvoir représenter l'équipe de France. Ça sera à Prague autour du 20-21 mai. Voilà, et je jouerai Sérafon. Très bien. Sérafon, tu l'avais déjà mentionné Ouais. la dernière fois, tu étais dessus. Ouais. Est-ce que tu vas faire le solo ou pas? Tu sais encore? Non, alors je ferai pas le solo pour la simple et bonne raison que j'ai pas suffisamment de jours de congé pour les faire. D'accord, C'est ok. voilà, aussi simplement que ça, c'est très pratique, très logistique. Donc D'accord. voilà, donc j'irai pas au solo. J'arriverai normalement le jeudi. Tous mes teammates par contre arriveront avant. Logiquement, ils feront quasiment tous le solo. Saranta, il le fera pas. Il regardera un peu autour. Il peut espionner les joueurs adverses pour voir comment ils jouent. Et puis voilà, ça sera bien. Moi, j'arriverai le jeudi. On commence après les hostilités le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, et puis on repartira le lundi tranquillement. Du coup, on va aborder un petit peu ce qu'il y a eu de chamboulement dans la méta par rapport à la dernière fois. Donc, il y a eu quand même pas mal de nouvelles choses. Déjà, des nouveaux BT qui sont sortis, des White Dwarfs sur pas mal de factions. On va aborder en premier lieu les cibles prioritaires, le gros changement qu'il y a eu de la manière de scorer, on va dire un petit peu, et les Prime Hunters. Donc, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce changement? Alors, Clément a déjà fait, il a expliqué comment ça marchait. On va surtout parler des ressentis, de vraiment ce que ça a fait dans la méta, vraiment un impact avec un petit peu de recul. Moi, j'ai eu quelques parties avec ça, j'aurais des petites choses à dire. Mais on va d'abord t'écouter sur le sujet. Alors déjà, ces cibles prioritaires et Prime Hunter, globalement, elles seront appliquées aux Worlds. Donc il faudra que nous, on joue avec. Et ça, c'est le genre de changement qu'on n'aime pas trop. Généralement, quand on va aux Worlds, dans n'importe quel jeu, c'est des modifs juste un mois avant le rendu des listes, parce qu'on s'est entraîné sur des listes en particulier. On a fait des estimés pour savoir combien on pourrait mettre à tel ou tel type de liste. Et on se retrouve avec une autre couche de règles. C'est ce qu'on pourrait reprocher un peu à Games, de rajouter une couche supplémentaire, un autre niveau de lecture à Games, qui apporte quelque chose de très bien, mais du coup, ça nous change un peu nos estimés, ça peut nous changer un peu nos listes. Donc, on l'a pris en compte. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ces cibles prioritaires et ces prime hunters, ils ont été bien faits. Globalement, Games a fait un bon travail dessus. Ils ont fait justement des petits tweaks comme ça par rapport à des retours de tournois. Donc, ils ont pris des stats, ils ont vu ce qui marchait le plus, ce qui gagnait le plus et ce qui était le plus joué. Et en fonction, du coup, ils ont mis des points en négatif ou des points positifs pour essayer de niveler le niveau. Alors, le problème, c'est que les armées qui aujourd'hui sont nulles dans le méta et qui perdent contre 60 ou 70% des gens en face, c'est pas ces petits points en plus qui vont faire qu'ils vont passer un step et du coup d'un seul coup tout gagner. Enfin tout gagner, ou tout du moins revenir à 50%. Non, mais par contre ça va les aider peut-être à exister. Et dans un jeu en team, par exemple, où du coup il y a moins cette problématique-là de je vais perdre contre 70% du truc parce que tu choisis plus tes matchs. Du coup, là, par contre, il y a peut-être des armées qui se retrouvent à des endroits où ils n'étaient pas avant et maintenant ils vont peut-être nuller des gens et mettre des 10-10 et ça sera plutôt une bonne idée. Donc, dans l'idée,
de ce qu'ils ont voulu faire, c'est que quand on tue une unité qui est du coup une cible prioritaire, on a un point. Mhm. Si elle a été augmentée et qu'elle est passée double de son effectif initial, bah, ça fait 2. Si c'est 3, bah, ça fait 3 points. Et par contre, il faut l'avoir tuée. Et c'est toute la difficulté aussi de ce nouvel add-on, c'est qu'il faut tuer l'unité. Donc, on prend l'exemple classique qu'on avait pris la fois dernière, les dragons. Les dragons, c'était sûr qu'ils allaient tomber dedans. Bah oui, mais tuer 2 dragons, c'est faisable par beaucoup de monde. Mais si vous avez une unité de 4 dragons, bah en fait, c'est réellement faisable par une unité qui elle-même est cible prioritaire. Et du coup, une unité cible prioritaire qui tue une unité cible prioritaire n'a pas de bonus. Donc globalement, l'idée c'est de se dire, bah la plupart du temps, ce qui tuait déjà les trucs un peu difficiles à tuer, c'était déjà des cibles prioritaires, c'est devenu aussi des cibles prioritaires, donc il n'y aura pas de points supplémentaires par rapport à ça. Ouais, c'est vrai que sur les listes Stormcast, en fait, enfin pour moi en tout cas, elles sont tellement létales que c'est vrai qu'il y a pas mal de changements sur, je pense aux Sylvaneth, je pense les Gloomspite, je crois qu'ils sont aussi maintenant. Nighthaunt. Bon, en fait, ils avaient déjà pas la capacité de sortir des dragons, donc leur donner 2 points pour sortir par exemple des dragons, encore une fois, en fait, ils vont pas les marquer puisqu'ils sortaient déjà pas. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Maintenant, sur des match-ups où c'était un peu plus serré, c'est vrai qu'il y a une différence qui se crée. Après, il faut penser aussi que Games fait des changements aussi en termes de petits add-ons comme ça, aussi en fonction d'un système de scoring qui est propre aux États-Unis et plutôt à l'Angleterre, qui est le système de scoring de Games, à savoir j'ai un point de plus, j'ai gagné. Donc du coup, c'est beaucoup plus impactant avec ce système de scoring-là, puisque globalement, on prend ces pauvres petits géants-là, qui du coup maintenant, en plus de donner sur Gur, alors quand on changera de saison, ce sera un peu moins important, mais en plus de donner sur Gur déjà 1 point quand il meurt, là ils vont donner encore plus 2 points. Donc ça veut dire que si on tue un géant, on va tuer 3 points, et la plupart du temps, quand les géants ont joué contre, on galérait en termes de scénario, en termes de primaire pour pouvoir gagner des points au début. Mais par contre, il y a beaucoup de games sur lesquels, sur les 3 ou 4 géants, c'était presque une table rase à la fin, parce que finalement, ils se committent, ils tankent, mais bon, ça a quand même un nombre de PV à save à 4, c'est pas non plus incroyable. Donc, ils vont mourir, et finalement, les points qu'ils auraient peut-être gagnés au primaire avant, ils vont presque les perdre désormais pour les points de Prime Hunter. Du coup, à ce moment-là, spécifiquement les géants, qui étaient bons pour mettre des 11-9 équivalents de notre scoring à nous, demain aux États-Unis, bah, en fait, ils n'ont plus d'intérêt d'être joués parce qu'en fait, ils vont avoir mis un 11-9 ou un 12-8 d'habitude. Et puis, quand on va faire le total des points, ils vont perdre 6 points d'un seul coup. Donc, ils vont perdre du coup 3 tranches et descendre à du coup 11-9 pour l'adversaire ou 12-8 pour l'adversaire et ils vont perdre. Donc, ça, c'est finalement un plutôt bon équilibrage du côté Games pour pouvoir justement un peu modifier les listes. En particulier, ils ont peut-être un peu trop tapé fort sur les méga gargantes qui sont les grands perdants de cet add-on-là. 2 points, c'est quand même beaucoup. 2 points, c'est Je cher. trouve que ça tue vraiment les listes méga gargantes. Ils ont même plus, en fait, ils perdent le rôle qu'ils avaient de base, ou on va dire le gameplay un petit peu de scorer parce qu'ils tiennent sur les objectifs au début, comme tu le disais. Ça marche même plus. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire d'autres listes maintenant. Il n'y a pas plein d'entrées en géant. Donc du coup, en fait, sur certains scénarios, ils aimaient bien les scénarios qui étaient lents parce que du coup, ils marquaient finalement beaucoup entre guillemets au début. Et après, même s'ils étaient morts, l'adversaire n'allait pas pouvoir aller marquer plus après que ce qu'ils avaient marqué pendant 2-3 tours. Alors que là, finalement, ça va s'inverser et ils pourront rien faire. Et très bon exemple, les SOB, c'était une armée qu'on avait envie d'amener aux Worlds. On a eu ce truc-là, on a dit, en fait, c'est mort, ça marche pas. Après, ça c'est spécifique pour les méga gargants parce que c'est beaucoup de points sur très peu de figurines et sur un système de scoring pour eux qui était quand même plutôt faire des 10-10, etc. dans l'idée, même s'ils peuvent mettre des scores, mais ça sera plus compliqué. Il y aura plutôt des armées qui vont faire mieux que eux maintenant. Par contre, pour ce qu'on a mis sur la table un petit peu là, voilà, Mokrocha, Be'lakor, le petit Kéros, donc les dragons, le Bastiladon, c'est moins impactant parce que finalement, alors la Légion du Premier Prince, elle a été tapée aussi fort parce qu'il y a aussi les Pinks dedans. Le Prince Démon de Corne. Le Prince Démon de Corne, ouais, il n'y a pas de corne autre que ça, mais le Prince Démon de Corne, ce qui fait que tout dans la liste, qui était aussi une liste qui faisait beaucoup de petits scoring mais qui gagnait beaucoup par des petits échanges de points, des petits états de points, finalement maintenant, dès qu'on va jouer une des Pinks et qu'elles vont se faire laver, parce que normalement les Pinks elles meurent,
elles vont donner un petit point. Et en fait, ça va être beaucoup être un petit point par-ci, un petit point par-là, un petit point par-là. Du coup, la Légion du Premier Prince, elle est un peu moins forte qu'avant. Par contre, ce qu'on a pu voir quand même, c'est que ça ne meurt pas facilement. Les Légions du Premier Prince, on peut aussi les jouer sans pink, et ça reste quand même fort. On peut aussi ne pas invoquer de pink, et invoquer autre chose, et que ça soit quand même bon. Alors c'est peut-être un tout petit peu moins fort qu'avant, mais par contre, si vous avez un très bon joueur Légion du Premier Prince, il fera toujours un scoring, je pense, qui sera quasiment équivalent de ce qu'il avait fait avant. Moi, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est que du coup, ça amène les gens à jouer aussi différemment leur liste. Donc, du coup, ils vont se dire, bah, peut-être à la fin de la partie, je suis tour 4, tour 5. Normalement, j'aurais couru avec mon monstre pour pouvoir aller là-bas et me dire, bah, en fait, au pire, tu vas gagner 1 point, je m'en fiche, parce que ça sera un point de monstre, il va falloir que tu me tues. Ah oui, mais maintenant, tu vas gagner 2 points. Donc, ça te fait prendre une tranche. Donc du coup, bah, là, aujourd'hui, la Légion du Premier Prince, elle a pris une petite tarte derrière la tête, mais en équipe, c'est moins grave. En solo, ça sera peut-être un peu moins joué, du coup, je pense, ça sera un peu moins joué. Mais voilà, les Auruks, c'est normal. On a tous dit au début, mais pourquoi il n'y a pas les Gorgonta là-dedans, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Et en fait, s'ils avaient mis les Gorgonta, bah, en fait, ils auraient tué les listes. Ils auraient tué le BT, en fait. Ils auraient dit, bah, Iron Joe, poubelle. Au-delà de la liste, ils auraient tué le BT, effectivement, carrément. Ouais. Enfin, Oui, le ça aurait BT, été- là, les Iron Joe, quoi. Ouais, les Iron Joe, bah, ils auraient été presque, enfin pas injouables, mais ils auraient été vraiment très très difficiles à rentabiliser. Puis du coup, les unités, elles auraient tous été des unités de 6. Dès qu'on aurait tué une unité de 6, c'était 2 points à chaque fois. Donc en fait, ils auraient été plus des scoreurs et ça aurait été très difficile de les jouer. Donc presque heureusement qu'ils n'aient pas fait ça. Mais là, pour le coup, ils auraient pu, l'augmentation de points des Gorgonta, ils pourraient le mettre pour jouer encore moins de Gorgonta. Là, ça serait peut-être la seule manière de nerfer un peu la liste, quoi. Et en Séraphon, par exemple, bah, il y a le Bastiladon, mais comme déjà on ne le perdait pas avant, bah, en fait, ça change pas grand-chose. Ça va le Bastiladon. Bastiladon, c'est pas très grave. En fait. Et pour revenir sur les Uruks, c'est vrai que du coup, le fait que ce soit sur la Mokrocha, je trouve que ça incite les gens à faire des listes différentes que double Mokrocha, etc. Donc, c'est pas plus mal. Alors que s'ils avaient mis également les cochons, bah, c'est vrai que du coup, on se retrouve sans cochon, sans Mokrocha. Bon, bah, à un moment donné, le même syndrome que les Son of Behemoth, quoi. On sait plus trop quoi jouer, on n'a plus trop. Pas trop d'entrée. Voilà, ça devient tout de suite beaucoup moins intéressant. Ok. Voilà. Et après, derrière, du côté, là, on a parlé des choses qui étaient vraiment top méta, ce qui est fort, donc ce qui doit être nerfé d'une certaine manière. Donc ça, c'est un nerf qui est plutôt intelligent et surtout qui a été plutôt bien pris par la communauté. En général, tout le monde est plutôt content de ce genre de choses. Et de l'autre côté, les armées qui sont les Skaven, les Nighthaunt, les Gloomspite, etc., bah, eux, en fait, dès qu'ils tuent quelque chose qui est Prime Hunter, bah, eux, ils gagnent 1 point supplémentaire. Donc, des Skaven qui tuent Be'lakor, bah, en fait, au lieu de gagner 1 point, ils gagnent 2 points. Alors, ça va faire en équipe, en solo, ça ne va pas changer trop leur vie. Ils vont marquer des petits points en plus, ils vont être un peu plus loin au scoring, etc. Donc, ça va les ramener vers le centre un petit peu. Mais en équipe, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'on peut faire des listes qui sont intéressantes sur de la létalité, qui va nous garder des points. Alors, ça ne va pas changer sur les dragons. Hein. Les Stormfiends, ils tombent pas des dragons. Par exemple, 4 dragons, bah, c'est trop difficile pour eux, en fait. Même si c'est quand même des très très bons. Et du coup, ça va les aider un peu. Ça va donner peut-être aussi envie aux joueurs de rejouer ces armées qui sont un petit peu difficiles. Les Gloomspite, il y a plein de trucs à faire. On a des très bons joueurs qui ont joué Gloomspite là, récemment et on voit qu'il y a des choses à faire. On a des très bons joueurs qui ont joué Fake récemment, il y a plein de choses à faire, etc. Mais Fake n'est pas dans la liste, je crois. Non, Fake n'est pas dans la liste. Nighthaunt l'est, mais Nighthaunt, ils y sont simplement parce qu'ils n'ont pas de nouveau BT. Ouais. Et ça se trouve, ils vont avoir un errata d'un errata pour dire bon, c'est bon, on a corrigé les Nighthaunt sont en bon BT, on enlève les Nighthaunt des Prime Hunter. Bah, normalement, s'ils sortent un nouveau BT, il devrait être plus ou moins équilibré j'espère dans la pour eux, méta, parce que donc il devrait être retiré. À J'espère moins pour qu'ils eux. comptent sur ça, mais ça serait un peu bizarre. Ouais, et Doc, de la même manière. Doc, aujourd'hui, les serpents sont dedans, les serpents de tir sont dedans. Alors, par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est que c'est Morathi Kane qui était, je vérifiais juste avant, c'est Morathi Kane qui est dans les Prime Hunters, c'est-à-dire que c'est la petite. Ouais. Ah d'accord, c'est pas. Donc ça veut dire qu'en fait, elle, si elle tue quelque chose, bah, elle n'aura pas de points, mais la grosse, par contre, elle peut tuer des dragons et marquer des points. Donc c'est assez bizarre. Mais ça veut dire que quand on tue les deux aussi, t'as un point quand tu tues les deux, avec un truc qui est pas t'as qu'un seul point, ouais. Mais c'est-à-dire que celle qui meule, elle peut encore meuler des choses. Déjà elle esquive pas mal entre eux. Ouais, parce qu'elle prend pas ses points qu'elle devait prendre la dernière fois. Après, est-ce qu'ils ont anticipé la sortie du bouquin Doc et du bouquin Nighthaunt? Peut-être aussi. Peut-être que Nighthaunt est basé sur ça et que du coup, ils auront quand même ces points-là, que ce sera une armée qui sera un tout petit peu en dessous,
mais qui du coup fera s'énerver peut-être pour faire des nuls et qui gagnera les petits points en faisant ça. Ouais. C'est peut-être déjà anticipé. Hein. En tout cas, c'est vraiment comment dire, une nouveauté qui est assez intéressante, je trouve, parce que, enfin, moi, en tout cas, personnellement, je l'avais pas vu venir, et ça joue sur un système qui est intéressant. On sait pas, peut-être que demain, on va se retrouver avec des BT qui vont dire, bah là, cette unité, quand elle tue quelque chose, bah, elle vous fait marquer un point. Ça serait complètement innovant et ça rajoute un petit truc au gameplay. Je trouve ça super. Pour des joueurs compétitifs et des joueurs, on va dire, qui sans parler compétitifs très haut niveau, mais des joueurs qui aiment bien aller en tournoi, etc., et qui ont de l'appétence sur le côté millefeuille de règles, tout ira bien. Là où moi j'ai un peu plus de mal, même si je trouve que c'est très intelligent, c'est pour les joueurs plus casus, pour les joueurs qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête. Là aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup de règles à prendre en compte. Il faut qu'ils choisissent une grande strat, il faut qu'ils choisissent des tactiques à tous les tours, il faut qu'ils fassent une liste qui rentre dans les standards de la liste. Après derrière, il faut qu'ils vérifient qu'il y a des Prime Hunters et machin, ils mettent des points. Il y a les points de Gur. Ça fait beaucoup de choses par rapport à la saison, les machins, etc. Là, on a Tondia qui va arriver. On se pense que c'est. On n'a rien compris à Tondia. On pensait qu'il allait avoir un nouveau manuel du général en juillet. Là, il nous annonce qu'il y a un truc entre les deux. C'est un sous-manuel du général. Ouais. On n'a rien compris. Et je me dis, s'il rajoute en plus Tondia sur les compétitifs, quand tu vas jouer chez ton pote pour rigoler et que tu veux appliquer toutes les règles, on va dire, de games, mais il te faut un bac plus 5, quoi. Donc, voilà, je trouve ça un peu difficile pour le joueur peut-être un peu lambda, comme un 40K aujourd'hui, où quand tu veux rentrer dedans, tu te dis, putain, il y a un millefeuille de règles, tu comprends pas tout. Par contre, effectivement, pour un joueur compétitif, bah, c'est génial. Et quand tu es déjà dedans, je pense que quand tu es joueur compétitif et que tu rentres dedans, ça doit être un peu la prise de tête, il te faut un Doliprane, quoi. Bah, en vrai, ça rajoute pas mal d'outils, donc c'est intéressant en termes de stratégie. Voilà. Maintenant, c'est vrai que plus il y a d'outils, bah, plus le jeu est complexe à aborder, plus quand tu rentres dedans, si c'est pour jouer, on va dire, et prendre une petite bière, bah, c'est un peu embêtant de devoir penser que oui, lui donne un point, etc. T'as pas envie de réfléchir à tout ça, quoi. Puis même à la fin, sur le scoring final, en fait, tu dis, ah ouais, mais j'ai oublié qu'il y avait ça ici. Ah oui, mais en fait, on marquait un point de plus ici. Ah oui, il fallait que je brûle un objectif ici. T'as trop de trucs à penser, en fait. Donc, t'as pas envie, en fait. T'as envie de faire un scénario peut-être un peu simple, classique, avec des points de monstre, et puis basta, en fait. Et voilà. Bon, c'est la seule doléance qu'on pourrait avoir sur ce genre de choses, quoi. Après, maintenant, sur la partie un peu plus casu, on va dire, donc voilà, comme on disait, boire une petite bière, jouer avec son pote, bah voilà, ça rajoute plus de règles, mais c'est vrai qu'il y a certains. Je trouve ça quand même cool, notamment parce que moi, je viens de prendre une armée sylvanette, donc je suis assez content d'avoir des petits points en plus, etc. C'est vrai que ça vient renforcer sur un jeu, on va dire, moins musclé. Ça va rendre les parties peut-être un peu plus équitables en fonction des match-ups. Donc moi je trouve que l'upgrade est en tout cas super intéressant et ça va. C'est peut-être pas, voilà, il y a peut-être des petits ajustements à faire. Je pense que les SOB ont pris trop cher. Un point aurait déjà fait largement le taf. Ça aurait déjà suffi, ça se trouve. Donc deux, là on rentre dans la surenchère, c'est un peu dommage. Maintenant, il y a des petits ajustements, mais en tout cas, ça prend vraiment la direction me plaît. Et on espère qu'ils continuent. On espère qu'ils vont continuer, qu'ils vont faire ça avec une bonne fréquence aussi. Il faut que ça soit, ça colle finalement avec aussi les sorties des BT, que ça colle aussi avec les sorties des manuels du général. Ça serait bien que en fait, tous les 3 ou 6 mois, on ait ce genre de petits échanges, parce que du coup, s'ils font des stats à chaque fois, bah, ils récupèrent des stats, et après derrière, bah, ils font des petites modifs comme ça qui sont pas grand chose, effectivement, mais qui fera que du coup, il y aura peut-être un équilibrage qui se fera bien au centre, quoi. Ouais, il faut bien qu'ils suivent, même au-delà de ça, même rien qu'un tome célestial qui sort, il faut. Oui, on va en parler, mais il y a des tomes célestials, ils te changent. Et d'autres qui sont nuls. Oui, d'autres qui sont nuls, bien évidemment. Très bien. Eh ben, on va aborder le deuxième sujet de cette vidéo. On va parler maintenant des Fyreslayer et Idonette. Il y a eu un nouveau BT pour chacun qui est sorti. Donc voilà, petit impact. À savoir qu'ils ne sont pas encore réellement joués en tournoi, on va dire sur les gros tournois, parce que ils sont sortis assez récemment. À l'heure actuelle, on tourne la vidéo. On est le 4, c'est bien ça, 4 dans le genre, ouais. Donc il n'y a pas eu énormément de tournois, voire quasiment aucun, je pense, avec, on va dire, l'autorisation de jouer CBT parce qu'ils étaient trop frais, donc forcément. Mais en off, on va dire, sur les games que tu as pu faire, tu as eu pas mal de retours, j'imagine. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur les Fyreslayer ? En fait, ces BT-là, ils seront joués au Worlds, encore une fois. Donc, on a été obligés, nous, en tant que joueurs, de regarder ça et de savoir si oui ou non on allait
personnellement le jouer par exemple, ou savoir si on pouvait jouer contre et de quelle manière. Et essayer de faire des listes aussi qui soient encore bonnes contre ça. On se pose encore la question aujourd'hui, pas de les jouer, mais de comment on va les aborder. Ces BT-là, effectivement, ils n'ont pas été joués en tournoi, alors que ce soit aux États-Unis, Australie, Angleterre, etc. Alors peut-être des petits tournois, mais des gros tournois non, parce que généralement, eux, ils attendent d'avoir en fait les facs. Les facs de CBT. Donc là, récemment, je crois qu'il y a une des facs qui est sortie, mais pas toutes. Donc on n'en a pas vu. Et de notre côté, au niveau de la France, c'est qu'on n'attend pas forcément que les facs soient sortis, mais de toute façon, on met 3 semaines pour avoir les listes avant. Donc en fait, là maintenant, tout de suite, on ne peut pas les avoir. À la prochaine FTC, ces BT seront joués, pour le coup, à Paris, je crois. Alors, juste pour ceux qui font pas spécialement beaucoup de tournois, etc., il faut savoir que quand on fait un tournoi, généralement, on met une date butoir qui est avant le tournoi, du coup, pour dire, à partir de cette date, tout ce qui va sortir en termes de règles, etc., ne sera pas appliqué au tournoi. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ça, effectivement. Quand le BT vient de sortir, on a dit, à partir de là, c'est loqué. Le BT sort un petit peu après, même un jour après. Bah non, il peut pas être joué au tournoi. Parce Ça que serait trop compliqué. Sinon, ouais, ça serait trop compliqué en termes de on ferait nos entraînements, on essaierait de jouer des listes en se disant on va pouvoir gagner contre tel truc. D'un seul coup, le BT il change du tout au tout. Même pour le joueur qui joue nouvellement ce BT, il va arriver, c'est des toutes nouvelles règles, il n'a pas eu le temps de voir. Et puis même les arbitres n'ont pas eu le temps de voir les interactions qu'il peut y avoir. C'est une question d'équité aussi entre voilà, les joueurs, pour pas qu'il y ait un joueur qui d'un coup il a toute une armée Fire Slayer, il sort une armée Fire Slayer hyper opti en fonction de la méta, etc. Les autres, ils n'ont pas pu s'adapter, quoi. Donc forcément il y a un petit temps. Donc voilà. Donc du coup, là aujourd'hui, on a finalement que des feedbacks des joueurs Fire Slayer et des joueurs Edonet. On a pu jouer contre eux, ou alors ils ont pu jouer contre d'autres, et donc on a des feedbacks. Donc globalement, Fire Slayer, même Edonet, c'est 2 BT qui sont bien faits. C'est 2 BT qui sont cohérents par rapport à ce qu'ils étaient avant, par rapport à leur ADN du BT. Ça reste des petits nains tout nus qui courent, qui tankent comme jamais et qui tapent très fort. Ça reste une armée défensive dans l'idée. L'Idonet, ça reste un truc qui est hyper rapide, hyper létal. Chirurgical aussi un petit voilà, peu. chirurgical, mais aussi avec très peu de figurines. Donc tous ces aspects-là, ils ont été gardés, voire renforcés. Donc ça, c'est très bien. Et ils n'ont pas été faits de manière débile. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé en Fire Slayer ou en Idonet des choses qui sont complètement broken, où on se dirait, en fait, il faut qu'on joue ça au Worlds parce que c'est tellement n'importe quoi que c'est très fort et que ça va battre tout le méta. Non. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que en tant que joueur compétitif, on n'aime pas jouer des trucs qui sont totalement pétés. On aime jouer contre ou avec des trucs qui sont équilibrés, qui vont peut-être gagner contre pas mal de choses, mais pas contre tout. Parce que sinon, c'est inintéressant. N'importe quel joueur, qu'il soit compétitif ou casu, il n'a pas envie d'écraser son adversaire et du coup de ne pas jouer finalement. Il ne joue pas. Il y en a en fait, c'est vrai que quand ils vont faire une liste, ils vont se dire c'est trop fort, j'aime trop. Et une fois que tu le joues et t'écrases complètement ton adversaire, tu te rends bien compte qu'en fait c'est pas amusant. Donc c'est vrai que des fois tu fais une première game et après tu t'en rends compte. Donc du coup, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les BT sont sains, c'est comme ça qu'on va appeler. Ouais. Ils ne détruisent pas la méta, ils viennent ajouter quelque chose juste à cette méta sans tout chambouler non plus. Donc c'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les BT? Ouais, donc du coup, Fire Slayer, c'est resté vraiment une armée qui est défensive. On a du coup maintenant des bulles qui sont plus difficiles à garder. Mais en même temps, on a plus de tankiness maintenant sur les persos. On a des persos qui sont très cool. Les petits tueurs, là, les petits grimoires, en plus, ils sont un petit peu comme un battle. Moi, je trouve que le Fire Slayer, ça sent le battle d'avant. Il y a une sous-allégeance où on peut avoir 2 objets supplémentaires. Donc du coup, on peut mettre 2 objets et on peut mettre du coup un 3e objet. Donc ça fait un peu comme à Battle à l'époque où on mettait des objets sur tous les persos, fallait les payer, mais du coup on faisait un petit peu son héros à la manière dont on voulait qu'il soit. Là, c'est totalement ça. En plus, les Grimoires Berserker, du coup, au début de la partie, ils choisissent aussi un truc à faire pour l'ensemble de la partie. Donc du coup, c'est vraiment on les customise un peu de la manière dont on veut et qu'on joue compétitif. Du coup, c'est hyper intéressant parce que pas mal d'options différentes. Mais même du côté casu, en fait, on se dit, en fait, moi, j'ai envie qu'il fasse ça, j'ai envie qu'il ait une grosse hache, j'ai envie que. Voilà. Et du coup, tu peux même raconter une histoire un peu quand tu fais du Fire Slayer. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Ils ont réussi d'une manière intéressante à remonter un peu les Magma Drots. Donc, d'avoir des monstres qui soient sympas,
qui soit jouable et qui soit intéressant du côté compétitif aussi, parce qu'avant c'était un peu l'angoisse quand même. Même le plus petit des persos, où avant c'était vraiment nul, qui était le Runson, il devient intéressant parce qu'il coûte très peu cher et tu as envie d'avoir beaucoup de persos en Fire Slayer pour avoir ces bulles de protection de Ward A4 sur les Berserkers. Donc en fait, il sera quand même utile. Les objets pardon, que tu peux mettre dessus, bah, en fait, ils le rendent OK à plutôt fort pour un coût dérisoire de 80 points. Donc du coup, tout est bien foutu. Je pense que c'est une armée qui reste dure à jouer de toute façon, avec un skill cap qui est assez important, parce que ça reste une armée où tu as envie de dire je me pose sur les objectifs, par contre après derrière pour que tu viennes ça va être compliqué, parce que c'est pas une armée qui va avoir envie de se projeter, tout simplement pour la simple et bonne raison que maintenant c'est Holy Within 9 pour avoir un Ward A4, et donc ça veut dire que avancer, charger, quand vous êtes en train d'avancer avec un perso, bah, vous ne pouvez pas être au même niveau et à Holy Within 9, sinon ça veut dire que votre charge elle est vraiment très très proche et du coup c'est très emmerdant pour pouvoir se mettre. Donc ça veut dire que c'est une armée qui va faire des petites charges, ah, c'est Gimli quoi, il est fort sur les courtes distances et du coup bah, c'est une armée qui est plutôt défensive. C'est-à-dire que certains scénarios seront un peu une angoisse pour le joueur. Après les Magma Drones comme ils sont meilleurs qu'avant, ils amènent un peu de projection donc ils peuvent aller chercher des choses. Comme ils sont bien tanky, bah, ils peuvent quand même y aller. Il y a encore une FEP. Ça existe encore, mais du coup, c'est plus difficile à mettre en œuvre pour pouvoir aller FEP charger, parce que, encore une fois, vous ne serez plus à distance. Donc, ça veut dire que les Berserkers avec une Ward A6, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas génial. Donc, ça coûte très cher. Donc, c'est dommage de se faire laver 340 points en ayant tapé un machin et avoir perdu 340 points direct. Il y a des possibilités de mettre des alliés dedans parce que c'est de l'order. Donc on a le Prime qui était fort avant, en Fire Slayer. Bah, il reste fort, il amène la projection, il amène ce côté de je vais chercher un point, je vais latter un truc. Voilà, les dragons sont toujours aussi forts, donc on peut toujours jouer 2 dragons avec les Fire Slayer. Donc globalement l'armée elle est bien, rien de pété. Dans un méta de tournoi par équipe, bah, ça restera une armée qu'on pense assez forte, chirurgicale sur certains scénarios, parce que tu n'as pas envie de jouer contre un Fire Slayer que tu laisses commencer, qui va rusher les objectifs, et là tu vas dire comment je vais faire au primaire, ça va être très long. Donc voilà, du coup plutôt un BT agréable à affronter et à jouer, je pense. J'ai envie de dire, ce sont des sprinters, comme dirait Gimli. C'est ça, des sprinters. Et est-ce qu'ils sont, est-ce que du coup, le fait qu'ils aient été refaits, ils deviennent des excellents chasseurs pour certains types d'armées, là où avant il n'était pas le cas? Non, ça n'a pas changé. En fait, leur façon de jouer est la même. Finalement, c'est plutôt une armée de scénario et plutôt qu'une armée de chasseurs de quelque chose. Parce que les armées de chasseurs de quelque chose, généralement, c'est des armées qui se projettent beaucoup ou qui tirent très bien. Et donc, du coup, qui vont sniper quelque chose en particulier. Tu as, je prends un exemple, les Raptors, IQ Keros. Bon, bah, du coup, forcément, quand tu joues Stormcast contre Tsench, bah, c'est un peu genre celui qui gagne le toss, il lave Keros et après derrière c'est un peu l'angoisse pour le Tsench. Voilà. Mais eux, bah, finalement, ils sont plutôt forts en scénario, donc ça veut dire qu'ils étaient forts avant contre les armées de CAC parce qu'ils tankaient les armées de CAC et après ils les maravent. Bah, ça n'a pas changé en fait, hein. C'est toujours la même chose. Un Oruk qui joue contre un Fire Slayer, c'est l'angoisse parce qu'il y a 3, 4, 5, 6 persos derrière qui sont derrière. Et tu vas pas les tuer parce que tu n'as pas de moyen de les tuer. Et derrière, il faut pouvoir aller prendre les objectifs. Mais quand il va se mettre pour contester un objectif à 4 ou 5 pas, bah, du coup, la petite charge, elle va se faire, ça va être facile de garder sa bulle. Et il va se faire laver. Donc, par exemple, un Oruk, il va jamais sur un Fire Slayer en équipe. Parce que c'est trop compliqué de sortir pour sûr le pack de Berserker. En plus, maintenant, il y a un perso qui donne un rallye à 4 sur une unité. Donc, tu peux faire plein de trucs. Et le nouveau perso, le Flamekeeper, il a plein de petits tweaks qui sont intéressants, plein de petites choses. Alors, tout le monde s'est hypé au début pour le Flamekeeper. Après, tout le monde a dit ouais, c'est pas génial. Après, derrière, ils sont venus ouais, en fait, c'est vachement bien parce qu'on peut jouer des gros packs de Vulkid, dégâts 2, machin, etc. Puis là, ils disent ouais, mais en fait, c'est pas oufissime, ça coûte des points, on aimerait mettre autre chose. Donc, bon, ça vient, ça vient, donc personne n'est sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en Fire Slayer, vous pouvez tout faire. Et il n'y a pas de quelqu'un qui a dit ça, c'est ça, et il n'y a que ça qu'il faut faire. Ça, c'est cool parce que du coup, même s'il n'y a pas beaucoup d'entrées et que finalement, bah, tu es obligé de spammer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées, tout simplement. Bah, tu as quand même des petites choses qui se distinguent, quoi. Il y a un seul truc dans le BT où je suis un peu attristé, c'est que les Auric, maintenant, je les trouve vraiment nuls
et je vois aucun intérêt ou très peu d'intérêt à les jouer. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, les Auric, ils ont un coup en point qui est quasiment équivalent au Vulkit. Ils ont un tir qui est nul en termes de dégâts. Le fait avant qu'ils pouvaient diviser par deux le mouvement d'une unité, même sur un 4+, ça te permettait de jouer peut-être 2-3 packs d'Auric et du coup d'essayer de le faire pour qu'en stat ça passe. Donc ça c'était bien. Maintenant, il faut qu'à chaque fois, ils vont diminuer de 1 le truc. C'est devenu nul. Et il faut faire des dégâts. En fait, pourquoi prendre des Auric quand tu peux prendre des Vulkits? Donc en fait, c'est dommage d'avoir fait dans les 3 lignes 2 qui sont tout aussi bien qu'avant, même les Vulkits sont mieux qu'avant et tu peux les jouer différemment. Et la troisième, je ne sais pas trop pourquoi. C'est dommage, surtout sur un BT où il y a si peu d'entrées Bah oui. que il y en a ne serait-ce qu'une, c'est très impactant tout de suite parce Mm. qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées qui n'est pas trop jouable. Ouais, ça. Avant, elles J'en étaient ai bien plus. design parce que du coup, c'était vraiment les seuls qui protégeaient tes persos. Là, maintenant, finalement, tes persos, ils n'ont plus cette protection par les Auric parce qu'elle n'existe plus, cette règle. Et maintenant, les Runephasers et les Runesons, ils ont déjà la protection par rapport à l'unité qui est leur garde du corps. Mm. Donc finalement, c'est très bien. Et s'ils avaient rajouté les Auric qui, en plus dans des gardes du corps, c'était trop. Ok, mais ils auraient pu trouver une autre règle ou un truc un peu différent où tu avais envie de les jouer, avoir une mini plateforme de tir, peut-être qu'ils snipaient un truc en particulier. Là, je sais pas trop pourquoi on les jouerait. Compliqué. Du coup, on va aborder l'autre BT que tu portes dans ton cœur, comme je sais, les idonettes. Tu adores leur physique, tu trouves qu'ils font extrêmement, Extrêmement battle. extrêmement battle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Eh ben, les idonettes, pour le coup, c'est peut-être dans un premier temps, c'est ce que j'ai dit, c'est le BT qui me semblait le moins, entre les deux, le moins intéressant, parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y avait peu de choses qui avaient changé. Et à la limite, c'était presque bien aussi. La marée était la même, finalement, il y a les rituels qui sont arrivés. Ok, c'est des nouvelles choses, parce qu'avant, les rituels servaient quasiment à rien. Donc, c'est intéressant comme truc, mais dans l'idée, la manière dont était build le bouquin, pas grand chose qui changeait quoi en fait. Il y a des petits War Scrolls qui ont modifié, etc. Et puis après, en jouant contre, en faisant des listes moi-même, en regardant des joueurs jouer aussi sur internet, etc., tu te rends compte que ok, l'ADN a été gardé, mais tu as quand même plein de choses à faire. Et comme en fait, c'est une armée de projection, c'est une armée d'alpha, c'est une armée qui va faire du tir, qui va faire du CAC, qui va faire de la résistance aussi. Du coup, tu as beaucoup de choses à faire et le BT est plutôt bien fait. Globalement, le BT est plutôt bien fait. Ça met beaucoup plus l'accent aujourd'hui sur les tralls qu'avant. En gros, les tralls avant n'existaient pas, les murènes étaient prédominantes, maintenant c'est plutôt l'inverse. On n'a pas trop envie de jouer des murènes aujourd'hui parce que c'est une question de coût en point. Les murènes sont chères pour ce qu'elles font. Ça peut changer. Ça peut changer assez vite. Les murènes d'attaque, moi je suis très déçu par ce War Scroll parce qu'en fait, elles sont aussi chères qu'avant et elles sont encore moins létales qu'avant et elles font moins peur, encore moins peur qu'avant. Et du coup, je me dis, c'est quand même un War Scroll qui était un peu emblématique et les gens qui ont plein de murènes chez eux, eux, en fait, même un pack de 6 murènes, c'est devenu pas extra génial. Alors, s'ils baissaient vraiment en points, 20 points, peut-être en moins, peut-être 30 même, là, on pourrait se dire, ok, on a un peu plus de choses à faire, donc on a peut-être aller les chercher. Là, aujourd'hui, on n'a pas envie de jouer des murènes d'attaque. On a un peu envie de jouer des murènes de def, mais pas des masses. Même la tortue, il s'avère que la tortue est toujours aussi bien avec des tralls parce qu'il y a son aura, etc. Mais l'aura, elle est difficile à mettre en place pour le plus un touché, c'est Holy Within. Et l'aura de plus un de save, ça renforce finalement ce côté tanky des tralls. Donc on aura envie de la jouer quand même avec du full trall. Mais quand on veut jouer une armée plutôt équilibrée, là, elle trouve plus sa place. Parce qu'à 500 points, c'est très cher. Elle serait un peu moins chère, en fait, je pense qu'elle trouverait sa place. Mais là, elle est vraiment très chère. Est-ce qu'elle vaut ces 500 points du coup, tu penses? Dans une armée de Thrall, pour ce qu'elle apporte, parce que du coup, tu as beaucoup d'unités de Thrall, elle va buffer, quand tu démultiplies une unité, du coup, tu démultiplies l'impact d'un buff. Du coup, oui, elle va les valoir. Dans une armée où tu as peut-être 3 lignes de 10 de Thrall, en fait, tu n'as pas envie. C'est une plateforme de tir qui est bonne, qui est meilleure qu'avant, plus ou moins, mais qui fera pas mieux que 2 requins en fait. Et elle vaut plus cher que 2 requins. En létalité et en létalité au cac et au tir, elle vaut plus cher que 2 requins. Du coup, tu n'as pas forcément envie de le jouer. Par contre, ça t'apporte un monstre pour les tactiques. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on retrouve en fait dans tous les BT, c'est-à-dire que des fois tu as une unité qui a un up en points parce que dans telle liste elle va être extrêmement performante, etc. Donc elle va coûter cher, alors que voilà, quand tu es joueur un peu plus casu, tu as envie de mettre une tortue, un peu de tout, etc. Du coup, son coût au point n'est plus rationnel
par rapport à la liste que tu vas faire. Donc bon, après c'est Là, extrêmement- aujourd'hui, tu pourrais jouer 3 tortues en ligne dans je ne sais plus quelle sous-allégeance, quelle Ouais. enclave, avec effectivement des attaques qui sont Reine-3 sur une tortue. Ok, du coup, quand tu la passes Reine-3, cette tortue-là, elle vaut ses 500 points, clairement. Et les deux autres, non. Et les autres, non. Et du coup, tu pourrais te dire, bah, c'est pas grave, je vais jouer ça, c'est très fort, je prends cette enclave-là, je joue une tortue, ça sera une ligne qui sera mon monstre, et on fera ça. C'est très viable, je pense. Mais en fait, les sous-allégeances à côté sont tellement intéressantes, enfin plusieurs en tout cas sont tellement intéressantes que t'as pas forcément envie de la jouer comme ça. Donc, du coup, tu as par exemple Fouettan qui est hyper intéressant parce que tu peux jouer les requins en ligne, donc ça c'est vachement intéressant. Et la létalité des requins que ça ajoute, le fait d'avoir des explosions sur les 6, c'est intéressant. Pas une finalité en soi parce que franchement, les listes full requins, tu peux en faire. Tu peux faire 2 Akelian, 9 requins. Voilà. Je pense que c'est fort, mais c'est pas pété. Enfin, Ouais, c'est à pas le thème, même quoi. niveau de létalité que par exemple un full dragon qu'on a aujourd'hui. Voilà. Qui a été un peu baissé du fait du coup des cibles prioritaires, parce qu'un full dragon, ça implique aussi des mono-dragons, donc ils sont faciles à tuer. Donc du coup, ça apporte beaucoup de points. Mais on a envie de jouer, on a envie de tester la sous-allégeance des trals. Voilà. Parce que tu as plein de petits tricks à faire de mouvement, de charge, etc. Si tu redeploy 3 unités, on voit à quel point c'est fort en Oruk. Bah, en fait, si tu peux le faire avec ce bouquin Idonette, comme ça, avec des trals, ça devient tout de suite très fort. La charge après avoir tué une unité, c'est hyper fort aussi en termes de tricks. Donc, il y a pas mal de petites choses à faire. Le seul gros truc en fait du BT, où il faut absolument avoir joué contre dans ce BT pour pouvoir comprendre à quel point c'est fort mais pas pété, c'est la Kellyan King. La Kellyan King, c'est la pépite du BT parce que du coup, c'est encore une fois un petit millefeuille de règles qui fait que du coup, ça devient d'un seul coup très très fort. Il peut bouger à 21 pouces, faire une charge et avoir 2 attaques en plus à chaque unité qu'il a à 3 pouces de lui. Et du coup, bah, comme il est en Reine-3 dégâts 3 pardon, sur son attaque, bah, en fait, il peut monter à un nombre de patates de manière assez fraîche, puisqu'il peut en plus d'un toucher, plus d'un blessure. Donc il peut en 2+2+ pour une dizaine de patates Reine-3 dégâts 3. Et il fait donc peur. il peut envoyer du pâté. Par contre, c'est bien design par game, parce qu'il a 7 PV, save à 3, donc ça c'est bien, tant mieux pour lui, mais pas de ward. Donc 7 PV sans ward, la plupart du temps, il arrive et il meurt. Ah oui, oui, oui. Et C'est du un coup, sniper, quoi. En et fait, du coup, c'est- il peut aussi se faire sniper. C'est-à-dire que du coup, évidemment, bah, tu as encore la règle de tu tires sur la unité la plus proche. Oui, mais techniquement, si tu le mets mal, tu as un truc qui fait et qui te tire dessus, tu peux mourir. La magie, tu passes à travers. Les capacités, par exemple le fusil en Thunder Lizard, des capacités qui ne sont pas des tirs, tu passes à travers aussi. En luminette t'en as, etc., etc. Donc tu peux aussi te le faire sniper. Donc tu as des matchs où la Kellyan King il est derrière et il attend son heure, quoi, parce qu'il se dit en fait je vais me faire déglinguer par le moindre truc. Ouais, ou même du bon cordon devant, Voilà. bien coordonné. Et du coup c'est bien fait parce que je pense que c'est très frustrant de jouer la première fois contre parce que du coup tu te dis mais si j'avance je vais me faire déglinguer, mais si j'avance pas et qu'il trouve un spot où il va se mettre, bah là ça va être, il va faire des grands moulins. Par contre, si tu joues une armée qui est beaucoup plus splittée, bah en fait, il ne va pas avoir de cible prioritaire, il ne va pas taper si fort que ça. Donc du coup, c'est bien design. Moi, je trouve que c'est super bien. C'est un peu peut-être la seule chose entre le BT Fireslayer et le BT Idonette où tu te dis, franchement, si tu joues compétitivement, tu as envie de jouer ça, quoi. Ouais. Après, c'est pour moi, en tout cas, quand tu joues une game, faut pas avoir peur de perdre des ressources pour en enlever derrière. Bien sûr. Et lui, typiquement, oui, effectivement, il va vous enlever une ressource. Maintenant, il vous enlève pas une ressource qui C'est impactant. est assez impactante sur votre armée, vous allez l'enlever derrière. Par contre, vous enlevez une ressource qui est vraiment impactante. Ouais. Et si tu Donc, l'enlèves avant qu'il fasse quelque chose, bah en fait, c'est il le coûte drame. relativement cher, mine de rien. Et s'il fait rien, bah, du coup, Bah, le il mec il a coûte, tout perdu. déjà, il coûte des arteaux, Ouais. trait de co, etc. Tout dessus, Donc, ouais. voilà. Bon. Donc voilà, donc le bouquin est honnête, franchement, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, les listes qui sortent ne semblent pas broken. Pour avoir joué contre, ça semble pas broken. Pour moi, c'est la même chose Idonette qu'en début de V3. Aujourd'hui, tu as une armée qui peut t'alpha, qui peut t'embêter. Le T3 est toujours aussi important. Tu peux toujours inverser la marée, être T2 aussi, du coup, aussi emmerdant. Mais tes ressources, elles sont limitées. Tu as peu d'unités. Tu galères toujours autant en termes de prise d'objectif, sauf si tu joues énormément de tral, parce que là, tu n'es pas du tout dans la même façon de jouer.
Mais du coup, tu peux aussi t'écrouler très très vite aux objectifs, quoi. Parce que 30 trals, oui, mais c'est save à 5. Donc tu save à 4 avec la tortue, tu peux baisser, etc. Mais c'est de la masse, tu as plein de choses qui gèrent la masse Ouais. aujourd'hui. Puis ça Donc fait un gros paquet de points, de points déjà, et déjà. de même en une unité, ça fait un gros paquet, quoi. Si on commence à avoir Ouais, plein d'objets, bien sûr, bien sûr. un peu compliqué. Et en plus, on a vu des trucs dans des BT qui gèrent plutôt bien la masse. Alors, c'était Mm. pas le moment, je pense, au sort de Nurgle. Mm. Tu mets ça sur les trals, ils font quand même vachement la gueule. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de ward, enfin, il y a Ah, peu de ward. ouais, Après, les bateaux, par exemple, les bateaux, c'est vachement intéressant. Aujourd'hui, maintenant, ils apportent une ward, mais ils apportent une ward que au tral. Tu peux avoir un deuxième bateau que tu mets sur la ouais. table. Donc là, t'as du contrôle physique. Mais en même temps, si tu joues 30 tral, tu vas être un peu embêté aussi par ton double bateau. Tu pourras pas passer. Enfin, du coup, je pense que c'est encore là, même encore plus que Fire Slayer, une armée qui a un skill cap qui est important. Du coup, c'est une armée qui est très cool à jouer, très cool à peindre pour un débutant, mais du coup qui va peut-être lui durer longtemps, longtemps en termes de mois, parce Mm. qu'avant de la maîtriser vraiment bien et de faire des choses bien et de faire des choses stylées, parce que tu peux faire des choses très stylées, bah, il va falloir pas mal de games. Donc les BT sont bien, c'est bien réussi, ça s'inscrit bien dans le méta, parce que tu peux avoir des BT qui sont bien réussis, mais qui sont totalement hors méta. Ça Ouais, peut ouais. arriver, hein, des BT, tu te dis, bah en fait c'est génial, mais l'an dernier. Tu vois. Et là, non, ça s'inscrit bien dans le méta, c'est cohérent par rapport au BT Stormcast, Ruk, Ido, Nurgle, pardon. Donc c'est très bien. Franchement, ils ont fait Mm. des bons tafs. Et ce qu'on voit de plus en plus aussi dans les nouveaux BT, c'est la possibilité, en fonction de l'allégeance, d'avoir certaines unités en ligne, je pense, Ouais, même ça, des c'est monstres. tout le temps. Donc du coup, ça a l'air de devenir une régularité Ouais. sur les BT. Ouais. Et je trouve ça vachement bien, parce que du coup, on peut faire, ça ouvre vraiment l'opportunité de faire des listes vraiment hyper variées, plein de choses. Tu vois. Aujourd'hui, tu peux faire du full tortue, bon, que ce soit fort ou pas fort, mais en tout cas en amical, c'est hyper cool de pouvoir se dire que tu peux le faire. On va passer maintenant à un tome Celestial qui est sorti, donc on va parler bien évidemment des BOC. Je pense qu'il va falloir en parler. Moi, à titre personnel, j'ai joué pas mal de fois contre. Je dois être à 5 ou 6 parties contre les nouveaux BOC. C'est l'armée. Alors j'avais joué déjà beaucoup avant, j'ai joué Ouais, maintenant sympa. beaucoup maintenant. Ça n'a plus rien à voir. Non, alors le problème en fait, c'est que là pour le coup, on rentre dans une sorte de glitch pour moi et ça va pas durer longtemps, j'espère, parce qu'ils ont finalement pris un BT qui est extrêmement vieux, qui aurait dû être dans les premiers qui étaient revus. Hein. Enfin, finalement, Doc était très récent, donc ils auraient pu faire un Night Haunt Beast of Chaos, ça aurait été pas choquant du tout. Ils ont fait des changements qui sont plutôt intéressants. Alors, juste au début, en termes d'invoque par exemple, ils ont fait des changements qui sont intéressants, qui permettent de faire beaucoup plus d'invoque qu'avant. Donc, c'était du coup presque trop par rapport au coup en point qu'ils avaient changé avant. Ouais, c'est grâce à l'action des monstres. Voilà, donc déjà ils ont baissé Très les fort. unités en termes de points, ce qui déjà avant le changement faisait que du coup on pouvait avoir beaucoup d'unités sur la table. Pourquoi pas, comme c'était pas très fort, c'était pas très dérangeant. Après derrière, ils rajoutent cette notion d'invoque, donc ça rajoute encore plus d'unités sur la table. Donc du coup, là c'est vraiment, ça arrive de partout. C'est très thématique, hein. Franchement, c'est très logique par rapport à Beast of Chaos, donc pourquoi pas. Et là où en fait je pense qu'ils ont pas vu le truc arriver, c'est que sur des vieux War Scrolls qui n'ont jamais été revus, la pierre des hardes, du coup, met Rennes-1 sur toute la table. Du coup, il n'y a même pas de portée où tu pourrais te dire, il y a une portée, avant c'est ce qu'elle faisait, elle avait une portée qui évoluait, qui faisait quelque chose. Bah là, tu n'as pas de portée pour ce truc-là. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir un truc qui arrive à l'autre bout de la table et avoir quand même Rennes-1. Et en plus, au T3, tu as Rennes-2. Donc des armées qui étaient des War Scrolls tout pourris, avec pas de Rennes, ou même une Rennes-1 sans beaucoup d'attaques, bah, deviennent d'un seul coup à Rennes-2, Rennes-3. Et là, c'est un peu la course à l'armement, quoi. Du coup, bah, effectivement, en V3, tu as beaucoup d'armure. Bah, tu as des mecs qui ont Rennes-1 de base. À partir de Rennes-3, ils tapent comme des sourds avec Rennes-3. La Rennes -3, c'est ce qu'on va trouver de base. Hein. C'est-à-dire, moi, je me suis pris des Rennes -5. Donc, oui, quand on te dit Rennes -5, tu fais Rennes combien? T'as pas de save, mais j'ai deux. Ouais, c'est ça. Mais alors, pour la petite blague, tiens, je vais faire une petite parenthèse. Il faut savoir que j'avais joué une fois contre Hervé. Et du coup, il me vise une unité. Du coup, je dis, voilà, j'ai pas cherché à savoir combien il y avait de Rennes, c'était trop compliqué. Je dis, je mets plus un save. Et donc, il fait ses attaques, il me dit Rennes -5. Je dis, mais même avec mon plus un save, en fait, j'ai plus de save. Il dit, j'ai utilisé mon PC pour rien. Ouais. Donc, c'est quand même assez incroyable. En fait, le truc, c'est que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de PV sur la table. Franchement, c'est des sacs à PV. Ça va vite. Globalement, ça va vite.
Il y a de l'invoque. Alors, il y a beaucoup de PV de base, mais en plus des invoques, on peut arriver aux alentours des 40 PV invoqués dans la partie. C'est une moyenne qui est tout à fait faisable. Et maintenant, en plus, ça tape fort. Parce que oui, c'est du. Alors, on est sur des vieux profils où il y a 3 attaques de tank, 3 attaques de corps, 3 attaques de sabot, et vas-y que je te mets un coup de croc. Alors oui, ça va toucher de manière générale sur 4+, mais au bout d'un moment, ça fait un spam d'attaques. Il y a beaucoup, beaucoup d'attaques. Et quand c'est des attaques qui commencent à être -2, -3 au T3, bah, c'est problématique en fait, parce que du coup, beaucoup de PV, ça va vite, ça tape fort. Il commence à être bon un petit peu partout. Il y a des builds en plus avec des dragons ogres qui sont c'est la assez meilleure violents. unité parce que du coup, cette unité-là, elle te permet d'avoir et des PV pour un coup en point qui a été baissé, donc assez dérisoire. Ça, à la limite, c'est pas dérangeant. Elle va vite parce qu'elle bouge une fois en phase de héros d'un peu et après elle bouge en phase de mouvement. Ça bouge bien de 8, donc c'est pas mal. Et on rajoute en plus à ça le fait que du coup, au bout d'un moment, l'aura elle augmente et tu peux faire des rallyes à 4. Donc du coup, entre les PV qui sont de base, l'invoque qu'ils peuvent avoir qui est très fiable et en plus qui ramène des PV sur la table et en plus le rallye, donc tu as l'impression d'avoir tué beaucoup de choses, tu te désengages, rallye, tu ramènes la moitié de ton unité. Bah, en fait, tu t'en sors jamais et en plus, tu es acculé chez toi en termes de scénario parce qu'il prend tellement la table devant, sur les côtés, que tu as trop de choses à gérer et tu n'as pas suffisamment d'attaque pour tout sortir. Même si effectivement, il n'y a pas de ward, il y a très peu de save. Ça tank au PV. Donc ça tank au PV. Ça tank au PV. Le fait que des dragons, on va prendre 6 dragons ogres, ça coûte pas si cher que ça. Ça reste quand même 30 PV, du coup, c'est 5 PV par dragon ogre. Bah, quand tu commences à faire. Enfin, il faut sortir 30 PV. Déjà, si tu te loupes, qu'il en reste un, qui se désengage, qui rallie, le drame quoi. Parce qu'il va rallier, il en a perdu 5, en stat il va en rallier 2,5, donc il regagne 10 PV. Et déjà qu'il y a beaucoup de PV. Une armée de tir par exemple, qui est assez chirurgicale, ne peut pas s'en sortir contre ça. C'est impossible. Un exemple, le dernier tournoi qu'on a fait, du coup, donc Hervé était venu avec ses bocs, il a fait une liste Minotaur / Dragon Ogre, et c'est vrai qu'il est tombé face à un Stormcast. Le Stormcast, en fait, a réussi à durer dans la partie juste parce qu'il avait à chaque fois l'init et qu'il gagnait l'init, mais la moindre init perdue, c'était terminé. Parce qu'en fait, il n'arrivait. Et pourtant, c'était une liste très dure. Hein. C'était vraiment la liste Stormcast qui tourne avec 2 dragons, 6 comment on appelle ça, Raptor, etc. Donc il tire très fort. Mais en fait, il n'a aucun choix bon parce que globalement, tout est OK dans la liste. Si Raptor, c'est fait pour tuer un petit Kéros en fait. Si Raptor en double tir, en stat, quelque chose près, ça tue Kéros même s'il fait une heure de gloire. Voilà. Parce qu'il a 14 PV. Mais il faut s'imaginer que du coup, il a la même save que des dragons ogres. Il a la même ward, il n'en a pas. Et du coup, la seule différence, c'est qu'il peut pas, les Dragons peuvent pas faire. Par contre, les Dragons ils ont plus que 2 fois le nombre de PV. Donc ça veut dire que techniquement, des Raptors, ils vont aller tirer à quelque chose près sur 6 gars et ils peuvent se louper largement. Et il en restait 1 ou 2 et après, ils ont quasiment rien fait parce qu'ils veulent faire un rallye. Voilà. Et en fait, c'est dramatique. Et il y a plein de petites pépites en plus dans le bouquin qui permet de. Il y a plein de choses à faire. Donc il y a plusieurs sous-allégeances qui sont intéressantes. Et du coup, le fait que tous les War Scrolls prennent un up ensemble fait que du coup, tout est intéressant à jouer d'un seul coup. Et du coup, tu as plein de petites règles qui sont des vieilles règles. Tu as plein de petits sorts qui sont à des portées à 21 pouces. Tu te dis, mais pourquoi c'est 21? Parce que c'est 3 x 7, faut comprendre. Voilà. Et du coup, c'est des trucs de contrôle. Du coup, tu joues un peu de la magie. Tu n'as pas envie de jouer de la magie. Du coup, tu joues que du spam. Et tu as plein de listes différentes. Et globalement, aujourd'hui, c'est clair et net, il y aura un BOC au Worlds sur chacune des équipes. Oui, c'est sûr. C'est 100% sûr. Et puis même, en fait, comment dire, le fait que le BT est très vieux, il y a plein de règles, comme tu dis. Et en tant qu'adversaire, même si j'ai joué plein de fois contre les BOC, il y a toujours un truc que je vais oublier. Bien sûr. Il y a toujours un truc. Le sort qui te fait bouger, le fait que l'action de monstre, il va gagner des points. Tu te dis, pourquoi j'ai engagé ce monstre? Merde, je lui donne des points. Du coup, derrière, il va te réinvoquer des trucs. Tu t'en sors pas, tu oublieras toujours un truc et du coup le BOC il se frotte la main parce que le moindre erreur est dramatique. Mais par contre du coup c'est aussi finalement beaucoup de War Scroll très dur à jouer. Très Alors après on va dire que si tu joues 2 Chagottes, un gars, un chaman et full dragon ogre, bon il n'y a pas beaucoup de règles à se rappeler. Mais c'est tout ce qu'on n'aime pas, tout l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qu'on n'aime pas en compétitif en fait.
Parce que quelqu'un qui peut arriver en compétitif, rouler sur 50% des gens sans trop se poser la question, parce qu'en fait, il est juste en train d'avancer des figurines. Pour moi, il fait juste le croupier et il bouge des figurines sur la table, quoi. Il fait pas grand-chose. Après, quand tu commences à avoir des listes qui sont un peu plus mixtes, avec des profils un peu différents, effectivement, tu noies ton adversaire sous le nombre de war scroll et il va pas viser les bonnes choses, il va pas attaquer les bonnes choses, etc. Donc ça, c'est plus intéressant. Mais honnêtement, je pense que c'est un glitch. Je pense que ça va pas rester. Au manuel du général prochain, ça va se faire cut directement. C'est passer entre les gouttes au niveau justement des cibles prioritaires et des prime hunters parce que ça n'était pas pris en compte dans les stats puisqu'on n'avait pas suffisamment de retour sur les BOC. Aujourd'hui, les BOC ont été assez peu joués au niveau international d'un point de vue grosse compète parce qu'ils n'étaient pas autorisés. Là, je pense qu'ils sont autorisés quasiment que maintenant. Donc, du coup, ça n'a pas fait un truc incroyable. Mais je pense que quand il va y avoir des BOC qui vont gagner tous les tournois et qui vont s'apercevoir que ça va couper dans le lard. À savoir qu'on avait aussi la réflexion sur la pierre de Hard, je crois qu'elle s'appelle. Le fait que tout reposait dessus. Alors, je suis d'accord, mais c'est vraiment pas évident d'aller chercher la pierre de Hard. Quand le joueur BOC, alors si vous commencez à jouer, vous allez peut-être faire l'erreur de la mettre un peu trop en avant, on va réussir à la chercher sur un peel-in, ce genre de truc, un placement. Mais sinon, c'est en fait les rares fois où j'ai réussi à péter la pierre, en fait c'est trop tard. Parce qu'en fait on arrive sur le T4, généralement oui T4 c'est bon, la pierre est pétée, ou T3, fin T3. T'as déjà plus d'armée, quoi. Et en fait t'as déjà pris trop cher, et en fait le joueur BOC a déjà fait ce qu'il devait faire dans la partie, et maintenant il tank au PV. Et ça, la pierre de Hard ne changera ça. Donc du coup, très compliqué. Voilà, effectivement, du coup, la prochaine fois qu'on se reverra et qu'on fera une review, j'espère que BOC ne sera plus de ces trucs, mais ou en tout cas moins. On souhaite à tous les joueurs BOC qui ont passé 2 ans, voire plus, on leur laisse un petit temps, à jamais jouer avec leur armée ou très peu, ou prendre des culs de l'espace. Ok, très bien, on vous laisse un peu de temps pour jouer, mais appréciez parce que je pense que ça va pas c'est clair. Pas rester comme ça. On va parler maintenant d'un autre BT qui a eu son tome célestial, donc Khorne. Là, par contre, c'est pas la même tambouille. C'est rapide, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Fait, ça n'a pas sauvé du tout Khorne de ce que ça aurait. Enfin, on voit pas la manière dont ça aurait pu le sauver non plus. Il aurait fallu faire un truc aussi impactant que ce que BOC avait fait. Moi, Khorne, ça reste une allégeance qui est vraiment cool. Donc, ça se joue encore en compétitif. On en a encore affronté un hier à la FTC dont on parlera tout à l'heure à Strasbourg. Mais ça reste toujours pas assez. Alors maintenant qu'on a un peu moins de tirs ou un peu moins de spam de tirs, Khorne est un peu plus sympa parce que du coup on peut faire un peu plus de choses avec Khorne. Le problème c'est que le peu de tirs qu'il va y avoir dans une liste, ça va être trop compliqué. Le peu de BM qu'il va y avoir dans une liste, ça va être un peu compliqué. Donc t'as jamais des super bons matchs avec Khorne. Et aujourd'hui le White Dwarf, globalement il a un petit peu EP, donné des choses, mais il y a des choses qui sont très inutiles et donc ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas d'impact. Peut-être que les Caradrons, le prochain c'est Caradron. On espère que ça va. Je dis pas que Caradron est nul, mais on va dire que Caradron manque de quelques petites choses pour pouvoir être là. Pas grand chose, voilà. Donc peut-être que du coup, le pas grand chose que par exemple a eu Khorne sera suffisant à Caradron pour devenir intéressant et du coup faire des vraiment big games. Ouais, c'est vrai. Le problème de Khorne, de toute façon, c'est que trop peu de save, déjà, pour des unités trop clés. Aucune protection contre le tir, déjà qu'il a pas de magie, déjà qu'il a pas de tir, il a que du cac, hein, Khorne, globalement. Alors oui, il a une allégeance qui est globalement ok, voire même bonne, j'ai envie de dire, mais finalement pour une armée de cac, c'est pas celle qui fait ça le mieux, et pourtant elle fait que ça. Et elle fait que ça, et après elle a une bonne défense magique. Ouais, elle peut avoir une bonne défense magique, tu peux build des trucs qui sont sympas. C'est ça, mais si tu reposes tout sur la défense magique, enfin je veux dire, tu tankes mal, en fait t'es une chips qui tape fort, qui n'a pas de tir, qui n'a pas de magie, t'as pas beaucoup de levier quand même encore. Donc c'est vrai que là, tu rames un peu, t'as pas la tankiness quoi. Et le problème aussi, c'est qu'il faut être très bon pour jouer Khorne. Ah oui, pour jouer bien Khorne, il faut être très bon, parce que du coup c'est que du cac, et quand tu joues que du cac, c'est que de la micro-gestion de placement, de charge, de peel-in, de machin, etc. Si t'es pas vraiment hyper centré sur cette micro-gestion, tu vas prendre des stratos branlés. Ouais, je suis complètement d'accord, malheureusement. C'est comme ça pour Khorne. On va aborder la dernière partie un petit peu, qui va être un peu plus longue que les autres. Les tournois.
les gros tournois, c'est ça qu'il y a eu. Alors globalement, on a eu 2 gros tournois récemment et un tournoi dont je parlerai qui est intéressant. On a eu le tournoi d'Amsterdam, qui était un gros GT, qui avait une quarantaine, voire presque 50 personnes, qui C'était était du solo. du solo, Ouais. très méta dans l'idée. Le gagnant, c'est un Légion du Premier Prince. Voilà, donc gros joueur de l'équipe anglaise, du coup, qui jouera probablement Légion du Premier Prince Ah. aux Worlds. Alors, juste pour... est-ce que les nouvelles règles étaient appliquées Non. là-bas? Non, d'accord. Non, du coup, non, pas du tout, parce que c'était il y a 2-3 semaines, donc du coup, oui. non, pas du tout. Donc, une liste plutôt classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Et comme du coup, c'était un tournoi où c'était pas la même chose en termes de points que nous, du coup, bah, forcément, c'est plutôt lui qui avait une bonne propension à faire des petites victoires. Donc, forcément, c'est logique que ce soit Ouais. c'est pas anormal que ce soit un Légion du Premier Prince qui gagne. Pour rappel, en fait, donc la manière, on en avait déjà parlé en plus, il me semble, dans la dernière Oui. review méta, mais globalement, en fait, les gens du Premier Prince, le principe, c'est que on va pas mettre des grosses wins, mais on va gagner d'un petit peu parce qu'on Ouais. contrôle, c'est une liste contrôle, donc Je comprends. tu contrôles ton scoring pour gagner d'un petit peu. Et du coup, Mm. comme bah, c'est pas comme en France, c'est pas la différence qui fait, c'est le fait de win, Win. tout simplement. Bah, tu arrives à contrôler et généralement, tu arrives à win à chaque fois. De pas beaucoup, mais en fait, vu que tu regardes que la win, bah, là, ça marche. Là où le Stormcast va être un gros buteur, il peut aussi énormément se cutter et pas du tout Il scorer. me semble que même il y avait des primes à la tactique pour marquer des points supplémentaires et les joueurs de Premier Prince c'est hyper fort en tactique, donc ça n'en loupe jamais. C'est très compliqué en tout cas. Donc du coup bah, c'est pas illogique. Le deuxième c'était un full dragon. Full dragon ça marche toujours, ça fait toujours des wins. Je pense qu'il a esquivé quelques mauvais matchs et il a eu des matchs qui étaient très difficiles aussi. Donc il a fait, en l'occurrence il a joué contre Nurgle, contre Titi. Il a fait une game d'anthologie. Donc très bon joueur aussi de l'équipe belge. L'équipe belge Worlds. Donc les bonnes listes qui ont remporté un tournoi avec des gros joueurs, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Voilà. Ouais. Pour moi, il n'y a rien d'anormal. Après, du coup, on a aussi l'Adepticon, qui est un gros GT sur les États-Unis, qui a été remporté par une liste, donc on ne sait pas, parce qu'en fait, il y a eu un petit souci. Donc en fait, c'est dommage d'avoir des aussi gros tournois sur lesquels on n'a pas d'infos parce qu'ils ne sont pas sur Internet en fait. Les gars amènent leur liste, ils impriment leur liste, ils les donnent, c'est contrôlé le jour même et après derrière ils s'en vont. Et il n'y a que les réseaux sociaux d'un gars qui prend une photo où on peut trouver, donc on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a joué le gars. N'hésitez pas d'ailleurs. Si vous trouvez, dites-nous. Ouais, on aimerait bien. Et la personne qui était normalement la première mais qui a été destituée parce qu'ils avaient mal compté les points, c'est toujours un peu bof, jouait une liste Nurgle, et une liste Nurgle mais complètement à l'opposé de ce qu'on peut trouver normalement, qui jouait en fait les trois sorciers là. Et du coup c'était vraiment tout basé sur je fais des spells de contrôle, des spells etc. Et comme du coup c'est vrai que le domaine de Nurgle est quand même très bon, totalement pas prévu de rencontrer un truc comme ça. Et je pense que du coup Nurgle, de la même manière, hein, c'est le même système de scoring. Beaucoup de gens probablement qui ne connaissaient pas, qui ne comprenaient pas ce qui allait se passer. Du coup, tu as pas mal d'invoques aussi parce qu'elle jouait des trucs pour faire des invoques en plus. Du coup, tu as beaucoup de tankiness. Donc forcément, je pense qu'elle a fait pas mal de petites victoires probablement. Mais du coup, je crois qu'elle a fait 4 victoires et une défaite, un truc comme ça. Et le gars avait fait 5 victoires, mais en termes de points, c'était pas la même chose. Il calcule un peu différemment là-bas, en termes de tactique aussi. Du coup, vraiment une liste hyper originale. Ça, c'était vraiment cool de voir cette liste-là et qui faisait des grosses wins. Donc, très bien, très sympa. Et après, il y avait un autre tournoi. Alors, c'était plus une rencontre qu'un tournoi. En fait, c'était un petit tournoi, mais c'était l'équipe des Worlds du Canada avec en même temps, dans le même tournoi, l'équipe des Worlds des USA. Les USA étaient partis au Canada. Et ils ont joué tous ensemble et ils ont fait des rencontres. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait, les États-Unis, je pense, sans pouvoir trop m'avancer, ne jouaient pas leur liste des Worlds. Oui, Donc du coup, ils jouaient des listes qui étaient totalement différentes. Et du coup, on a vu des trucs, parce que du coup, on a pris des très 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 bons joueurs qui ont build des listes très différentes de ce qu'on peut trouver, mais qui du coup ont joué. Et du coup, on a les vidéos de ces trucs-là. C'est super intéressant de voir ça. Donc évidemment, il y avait un mec qui jouait Skaven avec 9 Stormfiends, truc hyper intelligent. Lui, par contre, je pense qu'il jouera ça aux Worlds. Hein. Lui, à mon avis, il a voulu jouer ça. On avait aussi du Gloomspite qui jouait avec des Trogoth, un pack de 9, un pack de 6, des Shuta,
qui sortent des fanatiques, qui a réussi à gagner contre Stormcast, qui lui avait une liste très méta, etc. Ouais. Parce que Stormcast n'a pas très bien joué et le gars est hyper fort en Gloomspite, donc il a bien joué, il a réussi à faire ça. On avait des fakes qui jouaient en Blitzcranking avec 2 Terrorgeist, Full Flyer, qui ont réussi à battre aussi des armées assez incroyablement. Donc c'était hyper intéressant de voir en fait ce qu'on pouvait quand même encore créer comme liste, ce qu'on pouvait encore faire avec des bons joueurs et de la manière dont on les jouait faisait que du coup tu te disais ok, il y a encore plein de trucs à faire dans ce jeu, il y a encore pas mal de profondeur et tu as envie de jouer aussi bien qu'eux, quoi. Ouais, et puis avec des BT en plus qui sont pas considérés comme des Ah non. BT fous, quoi. Donc, Ouais, non, bien sûr. Donc, Fake et Gloom, non, c'est pas ce qu'on verra beaucoup au World, je pense. non. Mais du coup, vachement intéressant de voir ce qu'ils arrivent à faire, même contre des armées hyper méta. Donc voilà, donc très cool, très très cool. Et après, du coup, à un autre niveau, mais à un niveau plus franco-français, on avait les FTC ce week-end. Donc on avait les French Team Cup, donc par équipe de 8. C'était un format exactement pareil que les Worlds. Enfin, Il y avait combien d'équipes? il y avait 6 équipes et 6 équipes. 6 équipes à Toulouse, donc pour le sud-ouest, et 6 équipes à Strasbourg. Donc on s'est tous rencontrés à l'intérieur. On a fait 5 rondes, on s'est tous rencontrés. À Toulouse, c'est l'équipe de l'académie qui a gagné. Et à Nord-Est, du coup, c'est mon équipe, l'équipe des adeptes, qui a gagné aussi ce tournoi-là. Donc globalement, ce qu'on a vu, c'est que les listes, alors évidemment, dans les joueurs, du coup, moi j'étais là-bas. Il y avait Titi qui est dans l'équipe belge des Worlds. Il y avait aussi Franck qui était dans l'équipe de France, qui était pour l'équipe Odess France. Donc il y avait entre guillemets 3 joueurs Worlds au Nord-Est. Dans l'académie, il y avait une grosse moitié des joueurs de l'équipe de France. Donc du coup, on avait tous nos listes du coup des Worlds normalement à quelque chose près. Donc du coup, on avait évidemment des grosses listes, mais globalement, ce qu'on a vu dans les 2 FTC, c'est que beaucoup de Stormcast, au moins un Stormcast par équipe quasiment. On s'y attendait de toute façon. Pas beaucoup forcément. En France, on joue pas beaucoup de full dragon, etc. Mais toujours des dragons dedans, toujours. On joue soit 2x4 dragons, soit des raptors et des dragons, des fumis ou des concussors, etc. Mais ça, c'est un peu ce qu'on avait dit la fois dernière. Ça n'a pas trop changé. La manière dont ça a été abordé, parce que finalement, le méta n'a pas suffisamment changé pour le faire. Il y a toujours un COS? Eh ben non. Assez étonnamment, il y avait pas mal de COS à Toulouse, mais nous, il n'y avait qu'un seul COS et c'était pas un COS en mode fumi, etc. C'était un ancien COS, mais c'était très fort aussi. C'est avec les Iron Drake, le pont Iron Drake, etc. Donc là, il n'y en avait pas beaucoup. Nous, on n'avait pas de COS dans notre équipe, par exemple. Ouais, c'est marrant. Donc voilà, donc ça, c'est que ça peut changer aussi. Il n'y a pas que ça. Beaucoup d'Iron Joe, bien évidemment. Iron Joe en mode beaucoup de cochons, mono Mokrocha ou 2 Mokrocha, voilà, beaucoup de choses comme ça. Pas mal de Nurgle, parce que c'est finalement une armée qui est assez populaire. En fait, ouais, qui est stable. Et puis les gens aiment bien la jouer, je pense que du coup, c'est vraiment un bon BT. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y avait quand même pas mal d'Inonettes qui étaient dans l'ancienne version. Ah ouais, ancienne version. Ouais, je trouve ça. Enfin, moi, j'aurais jamais joué ça parce que c'était pas intéressant de jouer ça. Je déteste jouer un BT entre deux, quoi. Dès qu'ils annoncent un BT sorti, si j'ai l'armée, c'est simple, je dis je la ressortirai que quand le BT va sortir. Je me fais pas chier à jouer. Nous, on avait un Inonette dans notre team parce qu'il avait joué cette armée et que c'est son armée un peu de cœur et qu'il aimait beaucoup ça. Mais c'est vrai que du coup, on lui avait dit si tu veux pas jouer, t'es pas obligé de jouer ce truc-là, c'est pas grave, quoi. Donc bon, il avait joué Inonette. On avait quelques SOB parce que ils survivent encore pour l'instant, mais je pense que c'est un peu c'était avant la dernière ligne droite pour eux. C'était avant avant le Prime Hunter. Donc du coup, SOB en team, ça reste quand même super bien. Après, globalement, on avait un peu de Tsench. Après, on avait un petit peu de tout, quoi. Globalement, il n'y avait pas trop de en dehors de Stormcast, vraiment qui était vraiment très présent. Il y avait même du Fake, il y avait même du Gloomspite qu'on a vu. Il y avait pas mal de Séraphons quand même. Il y a quand même pas mal de Séraphons. Les listes à peu près toujours buildées pareil. Eh ben non, alors c'était drôle parce qu'en fait, à Nord-Est, il y avait moi en mode. C'est que Thunder Lizard, qu'on se met d'accord. Oui, d'accord. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Par contre, la manière dont c'est buildé, en Nord-Est, il y avait moi en Gotrek Séraphon. Voilà. Tous les autres, ils étaient en Croc Séraphon. D'accord. Ils jouaient tous Croc, quasiment, je crois. Donc vachement cool de voir des crocs. Moi, ça m'a envie de jouer. Enfin, moi, je suis en train de peindre croc en ce moment. J'ai trop envie de le jouer du coup. Ah, toi, tu dis croc. Moi, je dis croc. Croc, ouais, croc. Ouais. En anglais, on dirait croc, tu vois. Comment vous dites-vous? Voilà, comment on dit dans les commentaires. Et du coup, l'inverse, à Sud-Ouest, ils jouaient tous Gotrek.
Ah ouais. Gotrek Seraphon, je jouais tous ça. Il y a même un gars qui a joué Gotrek Croc. Tu te dis, bon, il y a beaucoup de points les gars là-dedans. Hein. Mais du coup, ils jouent tous Gotrek. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait parce que j'ai pas les détails des Séraphons, ce qu'ils ont perfait, etc. Je me poserai la question. Mais du coup, c'était assez marrant de voir ça. Et je me suis dit, mais en fait, la dernière fois, j'ai joué Séraphon Gotrek. J'étais, je pense, le seul au monde à jouer ça. Et d'un seul coup, t'as plus de monde qui joue ça. Ouais, c'est Là-bas, marrant, c'est marrant du coup. Donc, voilà. Donc, du coup, finalement, nous, c'était très serré. Puis après, je parlais rapidement de mes games. Mais c'était très serré parce qu'en fait, l'équipe du Nord, Odess France, c'est une très bonne équipe. Avec du coup Franck qui joue Tsench avec nous en équipe de France et qui a toujours des bons joueurs en fait, toujours des bons joueurs, toujours des bonnes listes, etc. Et globalement, ils ont fait exprès, je pense qu'ils ont fait exprès. On les a pas affrontés pendant tout le tournoi. C'est la dernière ronde on les a affrontés. Donc en fait, on a essayé de faire les plus gros scores possibles avec les 4 autres équipes à chaque fois, en essayant de caper, parce que pour la petite histoire, du coup, en fait, le score maximal c'est sur 20 pour chaque joueur. On a 8 joueurs, donc ça fait 160. Et pour éviter d'avoir des rondes, enfin des tournois qui se terminent au tour 3, parce que tu pourrais marquer 160 contre les 3 premiers trucs et après, impossible pour les autres armées, enfin pour les autres listes de pouvoir te rattraper en termes de points. Du coup, il y a un capage. Aujourd'hui, à AOS, il est à 120. Dans les autres jeux, il est à 100. Pourquoi AOS c'est à 120? C'est très arbitraire, mais ça descendra peut-être un jour. Et du coup, le maximum, c'est quand tu rencontres des armées qui sont plus faibles en niveau que toi, c'est essayer de les caper le maximum possible et d'arriver à ce 120 pour essayer de monter le plus de points. Donc nous, on a essayé de caper pendant 4 tours ensemble et à la fin, on est arrivé, Odess France avait 16 points de plus que nous. Ah merde. Donc du coup, nous, on devait gagner, évidemment contre eux pour gagner le tournoi, mais on devait gagner en compensant ce truc-là. Et on a, au lieu de faire 89 points versus 71 points, on a fait 92 points versus 68 points. Donc on a augmenté de que 3 points. Donc c'était quand même assez serré pour gagner le tournoi. Après, on a fait une belle victoire parce que finalement, on a fait 6 victoires sur 8 à la fin. Donc on a fait quand même une belle victoire à 92 points. Mais c'était important de le faire parce que sinon, on n'aurait pas gagné le tournoi. Et même si je comprends bien, 16 points quand même si tu fais 6 victoires, faut pas faire non plus des victoires trop serrées. Ah oui, il faut pas faire des petites victoires. Il faut quand même mettre des bons trucs. Hein. Si tu fais du 11-9… Sachant qu'on a un de nos joueurs qui a une déchat complet et qui a pris 18. Alors qu'il ne devait jamais prendre 18. Ouais, voilà. Donc là, tu pars avec un handicap de fou. Faut que tu scores quand même pas mal, quoi. Parce que si tu fais que du 11-8, par exemple, sur 6 trucs, tu marques 12 points. C'est pas… Parce que 2 points, du coup, entre 9 et 11, hein, je précise. Du coup, c'est pas… Donc, faut vraiment faire des bons scores. Faut faire des bons scores, quoi. Donc, du coup, on a réussi à gagner. Et du côté académie, là, c'était un peu plus facile, je pense, pour eux. Ils avaient des plus gros joueurs. Et du coup, eux, ils ont marqué, je sais plus, ils ont dû perdre à peine 23 points sur tout le tournoi. Donc là, c'était vraiment une grosse win de leur côté, mais nous, à la fin, on a eu un peu peur, quoi. Donc voilà. Mais finalement, c'est bien les victoires un petit peu aussi serrées. Bien sûr, moi j'aime génial. Moi, j'aime bien. C'est comme mes games, tu vois. T4, la dernière fois je faisais une game, je disais à mon adversaire, je sais plus, c'est ma femme, de demander, puisqu'on jouait à la maison, elle me disait, alors qui gagne? Tous les deux en même temps, on a dit, c'est moi. Et donc voilà, et après derrière, rapidement sur mes games, donc moi je jouais Seraphon Gotrek en Thunder Lizard, et en fait j'ai rencontré 2 Nurgle la première game. Plutôt une bonne armée pour moi. Globalement, j'ai mis 13 et 16. Je dois à peu près, voilà, il y a eu des petites erreurs. C'était sur un scénario qui était plutôt bon pour moi. Donc là, voilà, j'ai marqué ça. C'était en termes de victoire, c'était assez, en termes d'estimé, pardon, c'était assez mésestimé, à peu près 13 selon les scénarios. Et le troisième de la journée, c'était un joueur fake qui là, du coup, c'est très compliqué pour eux parce que du coup, j'ai du tir, il n'a pas de moyen de gérer Gotrek. Le premier truc auquel je pense, c'est Bastiadon qui va tirer. Bastiadon, il va passer 5 tours à tirer 10 fois, ça va bourriner du fake, quoi. Voilà. Et du coup, moi, j'ai quand même pas mal de monde. Pour faire des cordons. Je voulais des Croxigore, j'ai quand même des cordons. Il peut pas tuer mes monstres comme ça. Il avait qu'un seul Terrorgeist. Il avait un dragon zombie qui est pas forcément mauvaise idée. Hein, c'est pas une bien. Le Terrorgeist a dû partir assez vite, non, je pense. Le Terrorgeist, il est venu, Veni Vidi Vici, mais il s'est pété par Gotrek, quoi. Voilà. Et malheureusement, je pense que du coup, ça a creusé l'écart dans la game. Et comme en plus, au T3, j'étais déjà chez lui avec la moitié de mon armée, j'ai pris trop de points et j'ai mis 20, quoi. Rien d'étonnant en soi sur un match comme ça. Moi, j'étais un match très positif sur Fake. Fake aujourd'hui sur Thunder Lizard Gotrek, franchement, je ne vois pas ce qu'il peut faire vraiment. Surtout qu'en fait,
un fake ne peut pas être en monopose parce qu'il a deux gros. Et moi, je veux être en monopose parce qu'un fake peut gagner contre Thunder Lizard s'il met un double tour avec 2 Terrorghast. Alors là, mais de toute façon, la game, c'est horrible. Sur pas mal de choses, en vrai, le fake sur le double tour. Alors, il est sensible au double tour, mais il est aussi très bon quand il prend un double tour. Et moi, j'ai joué du coup en training il y a 1 mois. J'ai joué Thunder Lizard, une classique, sans Gotrek, sans rien, contre fake, en 2 Terrorghast. Et du coup, j'avais beaucoup de pauses, parce que du coup, en Thunder Lizard normal, j'avais beaucoup de pauses. Avec le Prime, le Prime, il est arrivé en retard. Hein. Toute la liste était déjà meulée. Moi, j'ai pris un double tour. C'est écran, bam, monstre, tout poubelle. Ils avaient faim, mec, ils sont arrivés. Et du coup, il est arrivé, il dit putain, je suis vachement en retard pour le dîner. Du coup, lui aussi, il est arrivé, il s'en est pris une. Du coup, on a plié la game. Tu me donnes envie de jouer fake, tiens, je vais jouer peut-être. T3 pareil. Donc, du coup, c'est vrai que du coup, c'est bien comme armée. Par contre, c'est vrai que c'est encore une armée un peu comme Khorne. Hein. Faut très très bien la jouer. Ouais, c'est de la micro. Ça a beaucoup plus de projection que Khorne. Oui. Par contre, ça n'a pas beaucoup de souffle. Par contre, moi, je trouve que c'est une armée qui est vraiment cool à jouer. Donc, c'est vrai que après dans le méta, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais voilà, c'était plutôt bien. Par contre, ce pauvre joueur qui était très sympa, si tu regardes la vidéo, il a pris 20, quoi, du coup. Malheureusement, il est venu. Ça, après les fakes, puisqu'on s'attarde un peu sur les fakes, autant en parler. Le truc qui les blâmait un petit peu, je trouve, c'était de ne pas pouvoir mettre le point de co quand il faut, parce qu'on va se faire crier dessus par un autre monstre, etc. Donc, du coup, on peut pas retaper 2 fois, ou bien taper quand on meurt si on joue Crystal Gore. En Crystal Gore, tu as la réponse, tu peux jouer quand même des fakes en ligne et donc du coup les mettre dans le bataillon chasseur, des cœurs sauvages, je sais plus. Donc être immunisé à ça, c'est peut-être une réponse. Moi je me suis orienté sur des listes comme ça. C'est vrai que celui qui a Blizzard, du coup t'as pas ça. Donc du coup c'est vrai que quand tu viens sur un monstre, sur un 3+, tu peux pas ton allégeance en fait. Donc ton BT s'écroule sur un 3+. C'était un peu embêtant. Alors tu vas c'est la même chose pour Khorne, hein. Oui, c'est vrai. En Reaper of Vengeance, du coup, tu as un truc super fort, je paline 2 fois, je tape 2 fois, non, 3+. Ah. ouais, c'est clair. Mais Khorne, encore, c'est encore plus de problème, puisqu'il n'a pas la magie, il a moins de projection. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de machin. Peu de vol en tout cas. Quand il va en dur. Donc voilà. Et 4e partie, du coup, moi j'ai joué contre un Teclis avec que 20 archers. Donc j'ai accepté d'y aller parce qu'il n'y avait que 20 archers, sinon, et pas d'Umbrel Spell Portal, sinon c'est un peu l'angoisse. 40 archers, Umbrel Spell Portal, jamais j'y vais. Voilà. Et globalement, en fait, il a fait une erreur tour 1, mais là, je suis désolé parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage, ça casse un peu toute la partie. Mais en fait, il veut tirer sur mon slam qui est à l'autre bout de la table, hein, parce qu'évidemment, on est à 44 d'écart, mais moi, mon soc, il fait quasiment 2 pouces. Donc lui, il tire à 42, tout va bien. Pile poil. Voilà. Donc derrière une pyramide cachée, mais bon, c'est la beauté des archers lunettes. Je crache pas dessus, hein. C'est vrai que du coup, ça sera frustrant de se dire, je me suis mis là, et en fait, le gars, il est à l'autre bout de la table, il dit, je te snipe toi, tu vois. Et en fait, malheureusement, il oublie de bouger en phase de mouvement. Ses archers. Ses lanciers devant et ses archers aussi. Ah, il oublie carrément. En fait, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il calcule 42 pouces. Ouais. Et c'est 42, c'est 36 plus 6 de mouvement. Oui, il calcule avec son mouvement. Et du coup, lui, en fait, il était tellement préoccupé qu'il s'est dit, je touche. Et en fait, il y avait Gotrek qui était devant en mode, en fait, moi, quand je vais venir, parce que je lui laisse le tour 1, c'est tour 1, tour 1. Quand je vais venir avec Gotrek, si tu t'approches, moi, ça me va, parce que du coup, j'aimerais bien aller dans ton bunker avec Gotrek. Donc lui, il se dit, moi, j'ai pas envie d'avancer. Et en fait, quand il a calculé, il a dit, de toute façon, je suis à 42, donc jeté. Donc quand il passe son sort et qu'il passe ses BM, c'est bon. Et moi, qui suis pas trop méchant, je vais quand même le voir pour lui dire, t'as fini ta phase de mouvement? Ouais, et là, il me dit, oui, phase de tir. Et il prend CD, et là, je tape la cloque et je dis, mec, je suis désolé, mec, là, t'es pas à portée. Ouais, et en plus, honnêtement, t'es gentil. Faut savoir qu'on est quand même. Alors, en casu, oui, forcément, tu vas le dire, mais là, t'es quand même sur une compétition. Ah oui, gagné, en casu, j'aurais dit tous les jours. T'es pas. Bouger, c'est pas non plus un truc que tu es censé rappeler à ton adversaire. Tu vois, pas trop. À un moment donné, tu vas pas lui dire tu sais que tu peux complètement gagner le match, tu as juste à faire ça, tu mets tant de mecs sur l'objet, là tu vas faire un peel-in, en peel-in tu peux choper là. Non, à un moment donné, les mouvements, sinon ça n'a pas de sens. Donc forcément, si déjà en plus tu vas le voir, tu lui dis t'es sûr que t'as fini ta phase de mouvement? Alors faut pas dire t'es sûr, parce que si tu dis t'es sûr, ça veut dire t'as fait une connerie. Alors si tu dis t'as fini ta phase de mouvement? Oui. On passe en phase de tir, il prend CD, trop tard. Ouais, mais tu vois, moi, si tu me dis, t'as fini ta phase de mouvement. Tu fais un droite-gauche rapide. Ouais, je fais un droite-gauche parce que je me doute qu'il y a un truc qui se passe. Donc, bon, là. Mais là, du coup, je lui ai dit, je suis désolé, on est en tournoi, là, je peux pas te l'accepter. Et lui, il a dit rien. Par contre, il a bugué après parce que du coup, il savait pas quoi faire. Et je pense que ça lui a cassé. Déjà, il loupe une tactique.
Il loupe sa projection parce qu'il aurait pu avancer quand même pour pouvoir avancer. Ouais, ça pète un peu le moral, mais en même temps, ça pète pas le moral, je pense, vis-à-vis de toi. Ça pête le moral parce qu'il s'est dit, ouais, je suis vraiment con. Ah oui, il s'en est voulu à lui. Ouais, mais de toute façon, 4 games. Il s'en est voulu à lui, il n'était pas réveillé le matin, machin, etc. Bon, voilà. Mais joueur hyper agréable. En plus, c'est vrai que des fois, tu peux te dire, je commence tour 1, on fait ça, mauvais truc, tu t'es planté, on va passer une game de merde, il va être hyper fermé. Franchement, on a passé une game super, on a bien rigolé, c'était top. Et au final, c'était serré ou pas alors, la game? Bah non, malheureusement non, parce que du coup, en fait, le slan, finalement, c'est lui qui a fait les petites BM à côté, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, si j'ai plus le slan, c'est pas la même game. Si j'ai le slan, du coup, je l'emmerde pour les dispels, du coup, pour les BM, donc sa létalité elle descend. Gotrek, il a aucun moyen de le gérer. On était sur 22 gures, les trucs qui sont pas forcément bien tombés pour moi, mais pour lui non plus parce qu'il n'est pas fort en scénario. Donc quand ça va d'un côté, d'un autre, etc. Il bouge pas trop. Il a fait des petites erreurs derrière qui ont fait que du coup, c'est des petites erreurs sur 22 gures. Tu marques 3 points sur une erreur, donc c'est hyper fort. Donc en fait, à partir du T4, il a dit bon, on arrête, j'ai pris 20, c'est fini. Donc malheureusement, il n'a pas suffisamment bien joué la game pour m'embêter et il a fait une grosse erreur au début et une petite erreur qui lui a fait mal. Donc c'était un peu sans appel. Sur 22 gures, sur un autre scénario, il aurait pu perdre 14, tu vois. Sur 22 gures, tu prends 20. À 22 gures, ça va très vite, surtout si tu es encore là en fin de partie. Ton ça snowball, quoi. Snowball de ouf. Et en fait, 22 gures, c'est l'un de mes meilleurs scénars parce qu'en fait, pas contre tout le monde, mais Gotrek, comme logiquement, il meurt quasiment jamais. Pour un peu qu'il va se mettre sur un point et il se dit, moi, je vais prendre le point chez toi et je le garde tout le truc. Et dès qu'il y a un mec qui vient, je te meule. Et du coup, je prends mes 2, 3, 4, 5 points. En fait, je suis bien, quoi. Et du coup, le Bastiladon de mon côté, il va pas mourir. Du coup, il faut venir chez moi pour pouvoir les prendre. J'ai jamais perdu sur 22 gures. Ouais, 22 gures, c'est vrai que t'as une armée, en plus Tender Lizard, on rappelle, ça diminue quand même les dégâts de 1, donc l'armée de tank est super jusqu'à la fin. Donc voilà, et dernière partie contre Death France, du coup là il fallait qu'on marque, etc. Et alors là je perds, j'ai perdu. Et je m'étais mal estimé, pas trop, un peu trop estimé, je perds contre Soulblight avec des zombies, etc. Et pour moi c'est une armée où en fait je dois la gagner 12, 14 en fonction des scénarios. Et alors, j'ai refait la game toute la nuit, bien évidemment. Et en fait, je perds parce que je me projette pas suffisamment avec Gotrek. Et en fait, Manfred vient, je résume, Manfred vient pour aller prendre un point de mon côté, pour aller prendre. Et en fait, je me focus trop sur Manfred. C'est-à-dire qu'en fait, je mets tout mon T1 sur Manfred. Et les saves faisant, il fait un heure de gloire aussi. Les wards faisant, il a eu un peu de chance dessus. Il meurt pas. Et il lui reste 5-6 PV. Du coup, je me sens, et c'est faux, je me sens obligé d'aller avec Gotrek dessus pour lui dire sors de là, et TP en début de phase de combat et bouge-toi. Et en fait, c'était pas une bonne idée. En fait, il aurait fallu que je l'ignore complet, que je tue des zombies, que j'enlève la masse et que Gotrek il aille tout droit pour aller chercher toute sa liste avec le dragon zombie. Sur un double tour après à moi, ça aurait été la purge totale parce que j'aurais fait Gotrek dans le dragon zombie, machin, etc. Ou même dans des zombies, c'était bien. J'aurais locké toute sa liste. Et en termes de points de scénario et de points de primaire, j'aurais repris. Et en fait, au T2, T3, on aurait été even. Et T4, T5, alors là, c'était Byzance et j'avais tout pour moi. Et c'est pas ce que j'ai fait. Et je pense que c'est ça qui me fait perdre la partie. Et puis, super joueur. Attention, super joueur en face. Oui. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs Soulblight en France aujourd'hui. Sans être... voilà. C'est vraiment un super joueur, hyper sympa sur la table, etc. Donc vraiment un régal. Donc très très bonne game de fin du tournoi, t'es bien lavé aussi, donc on a fait des erreurs tous les deux, c'était très cool. Voilà. On a fait un petit peu le tour de tous les sujets qu'on voulait aborder, donc voilà, des petits updates sur le méta. On n'a pas abordé toutes les armées, c'est fait exprès parce qu'il y a des nouveaux BT qui vont sortir, on sait qu'il y a des nouveaux BT qui vont sortir aussi cet été. On s'est dit que 2 BT, est-ce que ça valait le coup de refaire toutes les armées? En réalité, non. Surtout que, comme je l'ai dit, il ne change pas, il ne révolutionne pas non plus la méta. Donc, ça reste à peu près là où on en était. On se fera peut-être un refocus sur toutes les armées quand on aura un peu plus de BT. Donc, à savoir cet été quand les 2 BT mystères sortiront. Et puis, on aura Doc et Nighthaunt. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. On se reverra pour une autre revue méta avec Juju. En attendant, je pense que quand on se reverra en plus, tu auras disputé les Worlds. Donc, on pourra voir ça aussi avec toi. Écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Également. Sur ce, on vous dit salut.